Accepter que la douleur pour quelqu'un ne s'en va pas parce que tu le souhaites est une gorgée amère que très peu de gens sont prêts à affronter sans excuse. Nous nous accrochons à une idée, à une histoire qui ne s'est pas matérialisée. Comme si revoir chaque détail pouvait tordre le passé ou racheter ce qui n'a jamais été entre nos mains. Mais voici une vérité inconfortable. La souffrance n'est pas une punition imposée par les autres, mais une dette intérieure que nous choisissons de continuer à payer chaque jour. Le stoïcisme ne vient pas te consoler avec douceur, ni à déguiser la réalité. Sa proposition est radicale et exigeante. Il t'oblige à regarder en face la fracture entre ce que tu souhaites contrôler et ce qui, peu importe combien tu insistes, ne sera jamais sous ton contrôle. Se libérer de la souffrance pour quelqu'un commence lorsque tu lâches les chaînes de l'attachement et que tu cesses d'attendre que le monde s'ajuste à tes attentes. Personne ne te doit rien et tu ne dois pas non plus continuer à te maltraiter avec des pensées qui ne mènent nulle part. L'amour, selon la philosophie stoïque, n'est pas une chaîne, mais un choix conscient. Il ne s'agit pas de besoin, mais de décision et d'acceptation. Aujourd'hui, je ne vais pas te promettre de solutions magiques ni de raccourcis émotionnels, car ils n'existent pas. Ce que je peux te garantir, c'est ceci. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son destin. La souffrance se nourrit de ta résistance, la paix de ton abandon à la réalité. C'est ici que tu commences à entraîner cette liberté. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Je vais être brutalement honnête. La douleur que tu te causes persiste parce que tu t'accroches à la fantaisie que tu peux encore tordre la réalité, comme si le monde te devait des excuses, une explication ou pire encore, une seconde chance. C'est humiliant de le reconnaître, mais une grande partie de la souffrance que tu traînes n'est pas causée par l'autre personne, mais par ta résistance enfantine à lâcher ce contrôle imaginaire que tu crois avoir sur son esprit, sur ses décisions, sur ses sentiments. Tu te répètes que si tu avais fait ou dit quelque chose de différent, que si tu attends suffisamment, que si tu insistes un peu plus, l'histoire va changer. Ça ne va pas arriver. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta paix émotionnelle en attendant la validation de quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il ne reste pas? Ici, il n'y a pas de mystère profond. La douleur se nourrit de ton entêtement à ne pas accepter la limite entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme le dit sans anesthésie. Tout ce qui est en dehors de ta volonté est un terrain étranger. Ce que ressent, pense, se souvient ou décide une autre personne ne dépend pas de toi. Cela n'a jamais dépendu et cela ne dépendra jamais. Tu peux te fatiguer à essayer de lire entre les lignes, déchiffrer des signaux, justifier des silences ou interpréter des rejets. Mais le résultat est toujours le même, une dette émotionnelle qui ne fait que croître et jamais se rembourse. Le temps que tu investis à essayer d'influencer ce qui ne te concerne pas est du temps perdu, de l'énergie gaspillée, des ressources mentales qui pourraient te construire et qui, au lieu de cela, te dégradent. Ce qui est terrifiant, c'est que, même si tu le sais, tu résistes à l'accepter. Tu préfères continuer à alimenter l'auto-illusion, car ainsi, tu peux retarder le vide qui reste lorsque tu reconnais qu'il n'y a plus rien à faire. Voici le coup le plus dur. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas se rendre, c'est le pas le plus courageux et adulte que tu puisses faire. Car oui, cesser de poursuivre celui qui ne te choisit pas fait mal, mais ça fait beaucoup moins mal que de vivre enchaîné à une attente qui n'existe que dans ta tête. Il y a une phrase que tu devrais te tatouer dans la mémoire. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu te traînes émotionnellement pour quelqu'un, tu vends ton intégrité à prix réduit. Tu n'es pas une victime de ce qu'on t'a fait. Tu es un otage de ce que tu refuses de lâcher. Le premier entraînement stoïque consiste à te regarder en face et à cesser de justifier ta dépendance émotionnelle avec des histoires d'amour, avec des théories d'âme sœur, avec des excuses du genre « tu ne peux pas éviter de ressentir ce que tu ressens ». Oui, tu peux. Tu peux choisir ce que tu fais avec ce que tu ressens, tu peux décider où tu mets ton attention et tu peux lâcher, même si ton esprit crie. Personne ne viendra te sauver de ton propre attachement.
La liberté, personne ne te l'offrira. Elle se prend, elle se bat, elle se conquiert. Et la conquête commence par l'acte de lâcher. Répète-le. Je ne contrôle pas les autres, seulement moi. Quand tu le pratiqueras et que tu cesseras de négocier avec la réalité, tu découvriras une vérité inconfortable mais libératrice. Tu ne portes que le poids que tu décides de ne pas lâcher. 2. Brise l'illusion de l'attachement. L'attachement ressemble à un contrat que tu as signé sans lire les petites lignes. Au début, tu ne vois que les avantages, proximité, promesses, la sécurité illusoire que cette personne ne va pas s'en aller. Mais lorsque l'autre partie rompt l'accord ou simplement agit selon sa propre nature, tu découvres les clauses cachées, des pénalités émotionnelles, des intérêts accumulés sous forme d'anxiété et un coût psychologique que tu n'avais jamais calculé. Le véritable piège n'est pas la perte, mais l'investissement mental que tu continues à faire dans quelque chose qui ne te correspond plus. Si tu analyses la structure interne de l'attachement, tu verras que ce n'est rien d'autre qu'une construction mentale, un mécanisme d'attente qui associe ton bien-être au comportement d'un autre. Ainsi, chaque fois que cette personne ne répond pas comme tu l'espérais, ton esprit interprète cela comme une violation du contrat et exige une compensation. Attention, explication, une preuve d'intérêt qui te redonne la fausse sensation de contrôle. Mais il n'existe aucune loi qui oblige quiconque à satisfaire tes attentes. La réalité est brutale. Plus tu dépends de l'autre pour agir comme tu en as besoin, plus tu deviens vulnérable. L'attachement déforme ta vision, te pousse à surévaluer des gestes minimes et à sous-estimer des signaux d'indifférence. Tu deviens un auditeur de chaque message, une machine à surinterpréter les silences, comme si tu pouvais trouver un sens là où il n'y a que du vide. Démanteler l'illusion de l'attachement nécessite un examen honnête des causes qui l'engendrent. Ce n'est pas seulement la peur de la solitude, c'est la croyance profondément ancrée que ta valeur dépend d'être choisi, d'être suffisant pour quelqu'un d'autre. Mais cette équation est mal posée dès le départ. Aucune reconnaissance externe ne peut soutenir une estime de soi fragile. Le stoïcisme le dit clairement. Tes émotions ne sont pas gouvernées par les faits, mais par les interprétations que tu fabriques autour de ces faits. Ainsi, l'attachement est un filtre qui déforme ce que tu vis. Il transforme l'absence en rejet, l'indifférence en une blessure personnelle, la faim en une injustice. Et tant que tu restes piégé dans ce mécanisme, chaque mouvement de l'autre devient une menace ou une promesse, jamais une donnée neutre. Te libérer de ce circuit vicieux implique de rompre l'identification entre ce que tu ressens et ce que tu es. Tu n'es pas ton manque, tu n'es pas ton désir d'être validé, ni l'écho d'une relation qui a pris fin. Tu es la conscience qui observe ce désir, l'agent qui peut intervenir dans son propre processus mental. Phrase emblématique. L'attachement est une dette qui ne se termine jamais d'être remboursée. Que se passe-t-il lorsque tu commences à remettre en question le contrat? Tu découvres que lâcher prise n'est pas une défaite, mais le seul moyen de reprendre le pouvoir sur toi. Briser l'illusion de l'attachement ne signifie pas cesser de ressentir. Cela signifie cesser de conditionner ta stabilité à la volonté d'un autre. Ce qui semblait auparavant un abandon se révèle maintenant comme une opportunité de renforcer tes propres fondations. La décision stratégique est simple, même si cela fait mal. Chaque fois que tu identifies une réaction d'attachement, arrête-toi et examine son origine. Te fais-tu réellement mal à cause de la perte ou à cause de l'histoire que tu te racontes sur ce que devrait avoir été? À ce moment-là, tu as la possibilité de cesser d'alimenter le mécanisme. Il s'agit d'entraîner ton esprit à désamorcer l'habitude d'associer bien-être et approbation, et de construire une nouvelle narration, où ta valeur ne dépend pas de variables externes. Phrase emblématique, ta liberté commence le jour où tu annules le contrat de l'attachement. Le reste est discipline, répétition et courage pour soutenir l'inconfort du détachement jusqu'à ce qu'il devienne ton état naturel. 3. Observe tes pensées sans jugement. Tu es assis en train de vérifier ton téléphone pour la énième fois.
Il n'y a pas de nouveau message, juste le réflexe automatique d'ouvrir la conversation comme si quelque chose allait changer en l'observant davantage. Le cœur s'accélère à chaque notification qui n'est pas celle que tu attends. Et soudain, tu te retrouves plongé dans la même séquence de pensée. Tu repasses la dernière conversation, essaie de te souvenir du ton exact de ces mots, analyse chaque silence, chaque pause. Tu commences à créer des hypothèses, à construire des scénarios imaginaires où tout dépend de ce que tu as dit, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu aurais pu faire différemment. La journée s'écoule dans cette sorte d'autosurveillance où tes émotions montent et descendent sans qu'il ne se soit réellement rien passé à l'extérieur. C'est ce cycle invisible que personne ne voit. Ce ne sont pas les faits, ce sont les interprétations qui te maintiennent piégé. C'est ici que le vrai travail commence. Le stoïcisme le soutient fermement. Tes pensées ne sont pas des mandats, ce sont juste des événements mentaux qui apparaissent et disparaissent. Tu n'as pas besoin de t'identifier à chacune d'elles, mais l'habitude est forte. Chaque pensée qui surgit, tu l'assumes comme vérité, comme un ordre auquel tu dois répondre. Tu ne t'arrêtes pas pour observer de l'extérieur, pour regarder la machinerie interne en fonctionnement. Tu ressens de la tristesse et automatiquement tu te dis que cette personne était spéciale, que la perte est irremplaçable. Tu ressens de la colère et justifies que l'on te doit quelque chose, que ta réaction est la seule possible. Tout est automatique, réactif, poussé par le vieux réflexe de chercher un sens et un contrôle au milieu de l'incertitude. Observer tes pensées sans jugement est un entraînement difficile, car l'esprit ne supporte pas le vide. Il veut intervenir, corriger, classer tout en bon ou mauvais, juste ou injuste. Mais chaque fois que tu juges ce que tu penses, tu lui donnes plus de pouvoir. Si l'idée que tu n'es pas assez apparaît parce que quelqu'un est parti, au lieu de la discuter ou d'essayer de la maquiller, observe-la simplement. Ne te bats pas avec elle, ne l'alimente pas. Laisse-la passer comme quelqu'un qui regarde passer des voitures depuis le trottoir. Certaines bruyantes, d'autres insignifiantes, mais aucune ne t'oblige à monter. Voici la phrase emblématique. Tes pensées ne sont pas ton identité, ce ne sont que des visiteurs. Il est difficile d'accepter la distance entre ce que tu penses et ce que tu es, car cela te donne le vertige de lâcher la narration à laquelle tu t'es accroché si longtemps. Cependant, c'est seulement ainsi que tu peux commencer à reprendre le contrôle réel sur toi-même. La souffrance chronique que tu traînes ne vient pas de l'absence de l'autre personne. Elle vient de la tyrannie de tes pensées non remises en question. Observer sans jugement est l'outil qui désactive cette tyrannie. C'est une pratique d'honnêteté brutale. Tu ne te mens pas, tu ne maquilles pas, tu ne dramatises pas. Tu te regardes simplement à l'intérieur avec la même objectivité que tu examinerais un reçu de dépenses. Troisième phrase emblématique, la liberté commence dans la distance entre regarder et réagir. Je ne te demande pas de cesser de ressentir ni de devenir froid, mais d'entraîner la discipline d'être conscient de ce qui se passe dans ton esprit avant de te laisser emporter par cela. Car c'est seulement lorsque tu peux observer sans juger que tu peux choisir. Et c'est là que commence le véritable pouvoir, la liberté de ne pas être esclave de tes pensées. C'est inconfortable, oui, mais c'est le seul moyen de cesser d'hypothéquer ta paix émotionnelle entre les mains d'interprétations et de souvenirs qui ne te servent pas. Pratique cette distance interne. Ce n'est pas de la magie, c'est du muscle. Et comme tout muscle, il se renforce avec l'usage répété, avec la discipline quotidienne de regarder à l'intérieur et de ne pas réagir immédiatement. Voici le noyau. Ce que tu ressens compte, mais ce que tu fais avec cela définit tout. 4. Aime sans besoin ni dépendance. Aimer n'est pas posséder, c'est accompagner sans chaîne. Observe les mains. Certaines cherchent à s'accrocher, retenir, serrer jusqu'à laisser des marques. D'autres s'étendent simplement, ouvertes, prêtes à lâcher prise quand cela est nécessaire. L'amour qui devient besoin est un poids qui te courbe, un calcul constant de si tu donnes plus ou reçois moins. Un examen silencieux de gestes et de mots à la recherche de preuves que tu es indispensable.
Tu regardes son visage et derrière chaque sourire, tu cherches des signes de certitude, de permanence, de promesses que personne ne peut garantir. L'air devient lourd lorsque ton bonheur dépend d'une réponse, d'un message, d'un geste d'autrui. Marcher à ses côtés devrait sembler léger, mais tu te découvres à mesurer chaque pas, anticipant le moment où quelque chose changera et le sol s'ouvrira sous tes pieds. Dans la pratique, l'amour avec dépendance est une vigilance continue. Des yeux attentifs à chaque détail, des mains qui tiennent le téléphone en attendant des signes, un corps tendu à la moindre indication de distance. Le silence est interprété comme une menace, le retard comme un rejet, la spontanéité disparaît car tout devient calcul et contrôle. Ta vie se réduit à une salle d'attente invisible où chaque minute sans réponse nourrit l'anxiété et le sentiment de vide. Et pourtant tu te convaincs que c'est cela l'amour, que c'est normal de souffrir, que l'abandon total justifie n'importe quel sacrifice. Mais ce sacrifice est une fracture silencieuse dans ton caractère. Ligne iconique. L'amour qui a servi n'est pas de l'amour, c'est un manque. Le stoïcisme propose une autre image. L'amour qui ne dépend pas, qui n'exige pas, qui ne supplie pas. Aimer depuis la liberté signifie regarder l'autre et reconnaître son autonomie, accepter qu'il peut rester ou partir, que sa valeur ne se mesure pas à ton besoin. Lorsque tu parviens à cela, l'amour n'est pas une transaction ni une dette. C'est un choix quotidien qui ne repose pas sur l'absence de peur, mais sur la force de ton propre centre. Tu peux ressentir de la tendresse, de l'admiration, du désir, mais tout cela jaillit d'un terrain solide, dépouillé d'attentes irréalistes. Visualise la scène, deux personnes assises face à face, partageant sans promettre l'éternité, profitant du moment sans hypothéquer l'avenir. Le regard est clair, sans exigence. Il y a du calme, même dans la possibilité de la séparation. Il ne s'agit pas de te durcir ni de réprimer l'affection. Il s'agit de cultiver un amour qui additionne, non qui soustrait, qui accompagne, non qui absorbe, qui respecte, non qui exige des garanties. Le détachement n'est pas froideur, c'est maturité. C'est la capacité de donner sans transformer l'acte en une assurance contre l'abandon. Lorsque ton bonheur cesse de dépendre de la présence de l'autre, tu retrouves une dignité que personne ne peut négocier. Le geste quotidien d'aimer sans besoin est un entraînement. Respirer profondément lorsque l'anxiété surgit. Laisser aller l'impulsion de demander, de contrôler, de chercher des explications. Ligne iconique. Aimer sans attachement est la forme la plus élevée de liberté. Voilà le chemin. Chaque fois que la dépendance se profile, arrête-toi, observe-la, et souviens-toi que ta valeur n'est pas entre les mains d'autrui. L'amour plénier n'est pas absence de douleur, mais bien absence d'auto-illusion. C'est choisir, à chaque instant, la clarté sur l'illusion. 5. Redirige ton énergie vers toi-même. Arrête de chercher des solutions magiques. Si tu continues à utiliser la majeure partie de ton énergie à penser à cette personne, à revoir chaque détail, à désirer qu'elle te manque ou qu'elle revienne, tu choisis ton propre stagnation. Personne ne te vole la vie. C'est toi qui décides de continuer à dépenser chaque minute dans une fantaisie de retour qui ne va pas se produire. C'est brutal, mais c'est la vérité que tu refuses d'accepter. Chaque pensée obsessionnelle est un combustible qui alimente une machine qui ne produit que plus de vide. Et pourtant, tu te justifies en disant que tu ne peux pas l'éviter, que c'est normal de se sentir ainsi, que tu as besoin de clore le cycle avant d'avancer. Excuse, il n'y a pas de clôture tant que tu continues à investir tes ressources dans ce qui ne dépend pas de toi. Si ton esprit est un muscle, tu l'entraînes à la faiblesse, à la dépendance, à l'auto-apitoiement déguisé en romantisme. Rediriger ton énergie vers toi-même n'est pas une belle phrase de développement personnel, c'est un mouvement stratégique. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures ni pour les bonnes intentions inutiles. Si tu as déjà identifié que la souffrance naît de ton propre attachement, chaque seconde que tu passes à ruminer ce qui est perdu est une trahison de ta dignité.
Sois impitoyable avec tes habitudes. Chaque fois que tu te surprends à chercher des signes, à vérifier les réseaux, à fantasmer sur des retrouvailles, comprends que c'est de l'énergie gaspillée, du temps jeté à la poubelle. Cette même force mentale, tu pourrais l'utiliser pour te construire, pour renforcer ton caractère, pour cultiver des compétences qui te redonneront le respect de soi que tu as perdu en te traînant pour des miettes d'attention. Il n'y a pas de gloire dans la nostalgie, ni de valeur dans l'attente passive. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de ressentir. Il exige que tu éduques le focus de ton attention. Ligne iconique. L'énergie que tu n'investis pas en toi est de l'énergie perdue. Veux-tu cesser de souffrir? Commence maintenant. Pas quand tu sentiras que c'est le bon moment. Pas quand tu closes le deuil que tu prolonges toi-même à force de souvenirs. Change la direction de ton attention comme on donne un coup sec au gouvernail. Chaque fois que tu sens l'impulsion de penser à cette personne, arrête-toi. Fais-le consciemment. Redirige ce flux vers une action concrète et utile pour toi, même si ça fait mal. Écrire, faire de l'exercice, te former, créer, bouger. Ce n'est pas une fuite, c'est de la discipline. Tu vas ressentir de la résistance, ton esprit va te saboter avec des excuses et des promesses que, juste un peu plus penser à cette personne ne fait pas de mal. Mensonge, c'est de l'auto-intoxication. Ne négocie pas avec ta faiblesse, ne crois pas ton propre discours de victime. Le temps que tu investis en toi est le seul investissement qui garantit un retour réel. Ligne iconique, là où tu mets ton énergie, là fleurit ta vie. Ou se fan. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de canapé, c'est une pratique de combat quotidien. Tu n'as pas besoin que l'autre personne change, ni qu'elle revienne, ni qu'elle t'explique quoi que ce soit. La seule chose dont tu as besoin, c'est de prendre la décision radicale de cesser d'alimenter le cycle et d'utiliser toute cette force interne pour reconstruire ton autonomie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et alors ce n'est pas la vie qui te fait défaut, c'est toi qui abandonnes. Ne continue pas à hypothéquer ton avenir pour un passé qui n'existe que dans ta tête. Rediriger ton énergie est l'acte de respect de soi le plus puissant que tu puisses réaliser. Fais le même si tu n'en as pas envie, fais le même si ça brûle. Parce que c'est seulement ainsi, avec répétition et dureté, que ta vie cessera d'être définie par l'absence de quelqu'un et commencera à être définie par ta propre présence. 6. Pratiquer la discipline émotionnelle quotidienne. Je vais être complètement transparent. Parfois, je préférerais un soulagement instantané, une technique secrète, n'importe quel raccourci qui me libérerait de ce cercle. Mais la réalité est beaucoup plus inconfortable et banale. Ce qui fait la différence n'est pas une révélation, mais la discipline quotidienne que presque personne n'est prêt à maintenir. L'esprit va te vendre 1000 justifications. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Tu as déjà fait suffisamment de progrès. Demain sera plus facile. Mais la vérité est que, si tu n'entraînes pas ta stabilité émotionnelle tous les jours, chaque rechute sera plus coûteuse et chaque avancée plus fragile. Ici, il n'y a pas de mérite à comprendre la théorie si chaque jour tu agis contre elle. Ce qui détermine ta liberté, ce ne sont pas tes intentions, mais la constance avec laquelle tu choisis de ne pas te trahir. La souffrance pour quelqu'un ne s'éteint pas d'un coup. Elle s'affaiblit dans la répétition de petites décisions inconfortables. Ne pas consulter ce chat, ne pas inventer d'excuses pour apparaître, ne pas chercher des informations qui te redonnent l'illusion du contact. Chaque fois que tu choisis la discipline émotionnelle, tu coupes une petite racine de l'attachement. Ce n'est pas un processus glamour. Il n'y a pas d'applaudissements. Il y a des moments où ton esprit va essayer de négocier, promettre des récompenses si tu cèdes juste un peu, fabriquer des arguments pour retarder le détachement. Mais là se trouve le cœur du problème. Si tu cèdes aujourd'hui, demain cette chaîne sera plus lourde. Et il ne s'agit pas de s'auto-punir, mais de respect de soi. Chaque habitude, si minime soit-elle, est un investissement. Soit tu renforces ton autonomie, soit tu renforces ta faiblesse. Phrase iconique, la liberté s'entraîne, elle ne s'attend pas. L'entraînement stoïque est brutalement simple et pour cette raison si difficile à maintenir.
Tu n'as pas besoin de techniques avancées ni de rituels compliqués. Tu as besoin d'un engagement radical envers ton bien-être à long terme. C'est s'asseoir 5 minutes pour observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. C'est écrire ce que tu ressens, même si tu n'aimes pas ce qui en sort. C'est remercier pour ce que tu as aujourd'hui, même si ton esprit insiste pour te rappeler ce que tu as perdu. C'est accepter l'inconfort de l'absence sans chercher une anesthésie rapide dans des distractions inutiles. La discipline émotionnelle n'est pas de l'héroïsme ni de la froideur. C'est la décision consciente de ne pas alimenter la dépendance, de ne pas permettre à ton état interne de dépendre de variables externes. Chaque jour où tu répètes cet acte, même s'il est imparfait, ton caractère se renforce, ta clarté augmente et ta souffrance diminue. Ce qui est le plus inconfortable dans cette pratique, c'est que personne ne va la valider pour toi. Il n'y a pas de reconnaissance externe, pas de médaille. Le seul indicateur est la paix intérieure que tu retrouves lorsque tu cesses de te perdre dans des conjectures et des réactions automatiques. La discipline émotionnelle quotidienne est un investissement silencieux qui, avec le temps, te rend la dignité que tu as perdue en te traînant dans un espoir inutile. Voici la vérité. La douleur est inévitable, l'esclavage émotionnel est optionnel. Si tu veux cesser d'être l'otage de ce que tu ne contrôles pas, ta seule véritable issue est d'entraîner la discipline tous les jours. Même si c'est inconfortable, même si personne ne le remarque, même si tu dois recommencer chaque matin. Car c'est seulement avec cette constance que ce qui te pèse aujourd'hui finit par perdre son pouvoir. 7. Remercie même dans la perte. Parfois je pense à la douleur émotionnelle comme une sorte d'inventaire caché. Des boîtes remplies de souvenirs, des étiquettes avec des noms propres, des objets symboliques que nous ne jetons pas, même s'ils ne servent plus. Chaque fois que quelqu'un s'en va ou nous rejette, notre esprit ouvre ce grenier et commence à peser chaque perte, comme s'il calculait ce qui a été emporté et ce qui reste. Mais nous ouvrons rarement ces boîtes pour chercher autre chose que la douleur. C'est étrange, presque personne ne prend le temps de chercher des raisons de gratitude lorsque ce qui domine est la sensation de vide. C'est comme si l'esprit était programmé pour regarder le trou, pas ce que l'étagère soutient encore. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la gratitude, même dans la perte, est un muscle mental que vous pouvez entraîner. Même si au début, cela semble absurde ou même une trahison de votre propre douleur. Il est difficile de l'admettre, mais derrière chaque deuil, il y a une partie qui veut rester ancrée dans la plainte, dans le lamentement pour ce qui n'a pas été, car cet endroit est confortable. Il vous permet de justifier la paralysie, il vous offre une identité temporaire de victime. Cependant, si vous parvenez à déplacer l'attention ne serait-ce qu'1 centimètre vers la gratitude, quelque chose change dans la texture interne de votre souffrance. Il ne s'agit pas de remercier le rejet ou l'absence, mais de reconnaître qu'au milieu de la perte, il reste encore des apprentissages, des capacités que vous avez développées dans le processus, des aspects de vous qui ont émergé précisément parce que vous avez dû lâcher prise ou reconstruire. L'esprit, obsédé par le déficit, oublie que même les blessures laissent des cicatrices qui vous rendent plus résistants si vous savez les regarder sans ressentiment. Ligne iconique, la gratitude transforme la blessure en ressource. Remercier dans la perte semble être une contradiction, mais c'est l'outil qui coupe la chaîne de l'attachement. Lorsque vous choisissez consciemment de chercher une raison de gratitude, aussi petite soit-elle, vous interrompez le cycle automatique d'autopitié et de ressentiment. Ce n'est pas un acte de naïveté ni de résignation, c'est un mouvement stratégique. Déplacez le focus de ce qui vous manque vers ce que vous êtes capable de construire à partir de ce que vous avez vécu. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas, mais la relation que vous avez avec votre propre histoire se modifie. Vous découvrez que la perte vous a entraîné à la patience, que le détachement vous a appris à vous soutenir seul, que l'absence vous a rendu du temps et de l'énergie que vous donniez auparavant sans filtre. Le stoïcisme ne demande pas que vous applaudissiez la souffrance, mais qu'elle soit intégrée comme partie de votre développement. Chaque expérience, même celle qui fait mal, ajoute quelque chose à votre caractère si vous la traitez avec maturité. Voici le point critique.
La gratitude ne nie pas la tristesse, elle la contient et la transcende. C'est regarder votre propre inventaire et reconnaître que, même si certaines boîtes sont vides, d'autres contiennent de nouveaux outils que vous n'aviez pas auparavant. L'esprit va résister, il va chercher des excuses pour rester ancré dans la nostalgie. Mais chaque fois que vous choisissez de remercier pour ce que vous avez appris, pour la force que vous avez cultivée, pour la dignité que vous avez retrouvée en lâchant prise, vous affaiblissez l'ancienne habitude de vous définir uniquement par ce que vous avez perdu. Ligne iconique. Remercier dans la perte est la forme la plus élevée de pouvoir. Ce changement interne est brutal, car il vous oblige à cesser de négocier avec le manque, et à commencer à capitaliser tout ce que vous avez vécu. Ce n'est que lorsque vous pratiquez ce type de gratitude que votre souffrance cesse d'être le centre de votre identité et devient une marche de plus dans votre évolution. Personne ne le fera à votre place. Si vous ne remerciez pas, votre esprit transformera chaque perte en une condamnation. La décision vous appartient. 8. Fais de la patience ton allié. Il y a une tasse de café qui refroidit sur la table, celle que tu as servie il y a une demi-heure, mais tu n'en as pas pris une seule gorgée, car ton attention est accaparée par l'écran de ton téléphone. La notification n'arrive pas, les minutes s'étirent, et tes doigts tambourinent sur le bois avec une impatience que tu ne peux dissimuler. Dehors, la vie continue. Les voix dans la rue, le bruit lointain de la circulation, la lumière qui change lentement à la fenêtre. Mais en toi, le temps semble figé, comme si tu étais coincé dans une salle d'attente sans fin. Tu regardes l'horloge, puis le téléphone à nouveau, et l'anxiété te ronge de l'intérieur. Chaque seconde sans réponse ressemble à une démonstration qu'il manque quelque chose, que rien n'avance. L'impatience te pousse à vérifier, à écrire, à chercher tout stimulus qui te sortirait de ce désert d'incertitude. C'est une usure silencieuse, une guerre sourde entre le désir de contrôle et la réalité qui résiste à ton rythme. Cette scène, si concrète et répétée, révèle le rôle brutal de la patience dans ton processus de liberté émotionnelle. L'esprit cherche des raccourcis, il exige des réponses immédiates, veut des certitudes maintenant, exige un soulagement tout de suite. Mais la réalité, celle qui est vraie, celle que tu ne peux pas plier à ta guise, se déplace avec une autre logique, ne répond pas à tes urgences. La souffrance pour autrui se perpétue lorsque tu crois que tu pourrais guérir si seulement quelque chose d'extérieur se produisait. Un message, des excuses, un signe que tu comptes. Mais la vérité est qu'aucun événement extérieur ne va guérir l'impatience intérieure. Sans patience, tu continues à renforcer le cycle de dépendance, alimentant l'illusion que ta paix dépend du calendrier émotionnel d'un autre. Le stoïcisme ne promet pas de miracle. Il te montre la valeur de supporter l'attente, de tolérer le vide, de regarder l'inconfort sans chercher des raccourcis pour l'anesthésier. La patience n'est pas de la résignation. C'est la décision active de soutenir le processus sans accélérer le résultat. C'est laisser le temps faire son travail sans te saboter avec des impulsions désespérées. Dans la pratique, cela se traduit par des actions petites et concrètes. Laisser passer l'urgence d'écrire, respirer profondément quand tu sens que l'anxiété te pousse à agir, rester assis avec l'inconfort et observer comment il change de forme mais ne te détruit pas. Le muscle de la patience s'entraîne justement là, dans ces minutes inconfortables où tout ton corps demande une réaction et tu choisis le calme. Personne ne parle de la valeur de supporter le processus sans interférer, mais c'est là que se forge le caractère. Celui qui maîtrise l'attente maîtrise le résultat. C'est la ligne que tu ne peux pas te permettre d'oublier. Tu vas ressentir de la résistance. L'esprit va te remplir d'arguments pour agir, pour chercher, pour forcer une résolution. Mais chaque fois que tu te maintiens, chaque fois que tu tolères l'incertitude sans céder à la compulsion, tu deviens moins dépendant du monde extérieur. Le paradoxe est que, plus tu acceptes la lenteur du processus, plus la blessure cicatrise rapidement. La patience est ton bouclier contre l'auto-tromperie et la rechute. Tu ne nies pas ce que tu ressens, tu apprends juste à ne pas le transformer en mandat.
Ressentir de l'anxiété ne t'oblige pas à agir. Ressentir le désir de contact ne te rend pas moins digne si tu choisis de ne pas le chercher. Fais de la patience ton allié, pas ton ennemi. C'est la pratique silencieuse qui soutient tout ton avancement. La clé est de supporter le vide sans le remplir d'actions inutiles. La patience n'est pas passivité, c'est un pouvoir silencieux. Chaque jour où tu choisis d'attendre sans céder, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu récupères une parcelle de plus de ta dignité et de ta liberté. Dans cet espace, même si cela fait mal, c'est là que tu commences vraiment à guérir. 9. Prends la responsabilité de ta paix. Personne ne viendra te livrer ta paix sur un plateau. Tu dois la conquérir, même si cela fait mal, même si tu traînes, même si tout ton système interne crie pour une solution rapide. Arrête de blâmer les autres, la vie, ton enfance, ceux qui sont partis. Chaque fois que tu te déclares victime des circonstances, tu signes ta propre condamnation à l'impuissance. Il est facile d'avoir des discours profonds, de parler de résilience et de répéter des phrases motivantes. Mais quand la nuit arrive et que le silence pèse, que fais-tu réellement avec ta douleur? Beaucoup préfèrent continuer à ruminer le mal, à blâmer les autres, à attendre des excuses qui ne viendront jamais. Ce n'est pas être profond, c'est être lâche. Ta paix ne dépend pas de ce que l'on t'a fait, ni de ce qui te manque. Elle dépend de ta capacité à cesser de négocier avec la réalité et à assumer une bonne fois pour toutes que personne ne prendra la responsabilité de ton bien-être émotionnel, à part toi. C'est brutal, mais chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque acte d'autocompassion, chaque fois que tu endosses le rôle de martyr, tu renforces tes propres chaînes. Il y a une auto-trahison chaque fois que tu choisis le ressentiment au lieu de l'acceptation, chaque fois que tu laisses le passé dicter ton humeur aujourd'hui. Tu n'es pas un otage du destin, tu es le geôlier de ta propre tranquillité. N'attends pas un miracle, ne cherche pas de techniques miraculeuses dans des vidéos de 3 minutes, ni de conseils faciles pour clore des cycles. La responsabilité est inconfortable, car elle t'oblige à lâcher les béquilles, à cesser de désigner des coupables, à regarder en face que tout ce que tu construis ou détruis dans ta tête dépend de toi, pas de ce qu'on a fait de toi. Ligne emblématique. La paix ne se demande pas, elle se réclame. Fais l'inventaire réel. À quoi offres-tu tes pensées, ton attention, tes heures, si tu continues à choisir de penser à ceux qui t'ont blessé, à ce que tu as perdu, à ce qui n'est pas arrivé, tu choisis la blessure comme identité. Tu n'es pas aussi fragile que tu te le racontes. Tu as la force de cesser de nourrir la narration de la victime et de commencer à agir comme un adulte émotionnel. Cela implique de la discipline. Cela implique de te dire la vérité inconfortable, même quand tu préférerais t'anesthésier avec des distractions. Arrête de chercher des excuses. Arrête de justifier ton stagnation avec de vieilles histoires. Le monde ne va pas s'arrêter pour te ramasser. Soit tu prends le contrôle de ton état interne, soit la vie va te passer dessus sans pitié. La paix est un travail sale que personne ne fait pour toi. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Tu dois t'asseoir avec l'inconfort, regarder tes pensées en face, cesser de négocier avec ta douleur et commencer à prendre de vraies décisions. Cela peut te prendre des semaines, des mois. Mais chaque fois que tu prends la responsabilité de ce que tu ressens et choisis de ne pas céder à l'impulsion de blâmer l'extérieur, tu récupères une parcelle de ta liberté. Ne te trompe pas. Tant que tu attends que le monde change, ta paix sera otage de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. La maturité émotionnelle est le prix de la véritable sérénité. Si tu n'es pas prêt à le payer, alors accepte le coût. Une vie enchaînée à ce qui te manque, pas à ce que tu es capable de construire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.
Avec le passage des années, on apprend que la tranquillité n'est pas un luxe, mais une conquête quotidienne. Arriver à la vieillesse et continuer à croire que la compagnie est indispensable est un piège subtil qui vide de son énergie et de sa dignité de nombreux hommes. Il y a une vérité inconfortable que presque personne n'ose dire. À un certain âge, chercher de l'affection peut coûter trop cher. Le monde insiste sur le fait que la solitude est un échec. Mais cette narration ne profite qu'à ceux qui veulent que tu baisses ta garde. La réalité est que de nombreux hommes, en franchissant la soixantaine, se retrouvent entraînés à nouveau dans le vieux jeu des attentes, du sacrifice et des drames des autres, perdant ce qu'ils ont mis le plus de temps à construire, la paix avec soi-même. Il ne s'agit pas de devenir amer, ni de haïr la compagnie, mais de comprendre le coût psychologique que cela implique de rouvrir la porte à des relations sentimentales lorsque le temps devient si précieux et que la marge d'erreur est minimale. La paix est le plus grand luxe, la perdre, le plus grand gaspillage. Les sages de l'histoire n'ont pas averti du danger des passions tardives par ignorance, mais parce qu'ils savaient que la véritable force réside dans l'autodiscipline et dans l'art de poser des limites. Personne ne va prendre soin de ta dignité si tu ne le fais pas. Protéger ton espace, ton silence et ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Si à ce stade de la vie, tu ne choisis pas ton bien-être, quand le feras-tu? Protège ta paix avant tout. Une vie peut être comparée à un mécanisme d'horlogerie ancien où chaque engrenage représente des relations, des expériences, des pertes et des réussites. En arrivant à la vieillesse, ce mécanisme a déjà accumulé des années de fonctionnement. Certains engrenages sont usés, d'autres ont perdu leur précision, mais il y en a un qui survit à tout le processus, celui qui régule la paix intérieure. En vieillissant, cet engrenage devient le plus sensible à tout impact externe. Il est facile de sous-estimer ce fait jusqu'à ce qu'une seule relation sentimentale, mal choisie ou forcée, interrompe toute l'harmonie silencieuse qui a coûté des décennies à construire. La paix personnelle, loin d'être une abstraction, est le résultat d'années d'ajustement, de sacrifices et d'apprentissage. Un équilibre qui peut se briser avec une seule interférence inutile. La dignité à la vieillesse repose sur la tranquillité mentale et non sur la promesse de compagnie. Lorsqu'on analyse pourquoi tant d'hommes âgés sacrifient leur sérénité à la recherche d'une relation, la carte se complique. Il y a des causes profondes, la peur du silence, la pression sociale, la croyance héritée que l'on doit rester accompagné pour se sentir accompli ou valable. Mais chaque fois qu'on cède à cette pression, la balance penche vers l'usure. À ce stade, une relation sentimentale n'est plus le moteur central de la vie, elle peut devenir un fardeau. Le temps et l'énergie disponibles sont limités. Toute source de conflit, même minime, consomme des ressources qui ne se renouvellent plus avec la même facilité. Le coût de s'engager sentimentalement tard est élevé. Disputes, désaccords, attentes d'autrui, même la simple adaptation à des routines étrangères, tout cela alourdit le mécanisme. La solitude, en revanche, offre l'opportunité d'affiner cet engrenage vital de la paix, de le maintenir propre et libre de tensions externes. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Beaucoup d'hommes âgés tombent dans le piège émotionnel de penser que la compagnie résoudra de vieux vides ou des blessures ouvertes. Cependant, l'expérience montre que les relations tardives, loin de guérir, ouvrent souvent de nouvelles fissures, jalousie, ressentiment, peur renouvelée. On paie un prix très élevé pour un confort éphémère. À ce stade de la vie, la paix devient la monnaie la plus chère et, paradoxalement, la plus facile à perdre. Accepter la solitude, loin d'être une défaite, est un choix tactique destiné à préserver ce qu'il y a de plus précieux, le calme et la dignité. La véritable liberté se vit lorsque l'on ne négocie plus son bien-être en échange d'attention, d'affection ou de validation extérieure. Toute relation qui remet en question cette paix est déjà un luxe dangereux, une dette émotionnelle inutile.
La société pousse fortement vers l'idée que personne ne doit être seul, mais c'est un récit qui profite aux autres, pas toujours à l'individu. L'homme sage filtre ce message et décide depuis l'introspection. Vaut-il la peine de sacrifier des nuits tranquilles, la santé émotionnelle et l'énergie pour le simple fait de ne pas être seul? Sur la balance finale, presque toujours la réponse est non. Chaque jour sans conflit est un petit triomphe gagné à la sueur de son front, et cela vaut plus que n'importe quelle compagnie circonstancielle. La paix personnelle est un investissement dont personne d'autre ne peut s'approprier. La défendre, c'est aussi défendre la dignité et l'intégrité personnelle. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une sagesse avancée. Seul celui qui a dû se reconstruire après une vie d'erreur sentimentale comprend la valeur d'un après-midi sans dispute, d'une matinée sans reproche, d'une existence sans avoir à céder son propre terrain. La solitude choisie est un acte de pouvoir. Et il y a une ligne à ne pas franchir. Ne mets jamais en jeu ta tranquillité par peur de vieillir seul. La paix ne se négocie pas. Elle se protège bec et ongles. Car au final, la seule compagnie indispensable est celle de soi-même, dans le silence et le calme. 2. La solitude choisie renforce l'esprit. La solitude choisie n'est pas une condamnation, c'est une épreuve de force. La plupart des gens ne supportent pas de se regarder en face, ni de passer plus de quelques heures sans le bruit d'une autre voix remplissant l'espace. Le fauteuil vide, la table dressée pour une seule personne, le téléphone qui sonne à peine, tout cela pèse, mais n'écrase pas l'homme qui a compris la valeur de son propre silence. Il y a une différence abyssale entre être seul parce que personne ne vous cherche et être seul parce que vous le décidez. Cela se ressent dans les petits détails. Le café chaud que vous préparez sans hâte, le livre que vous ouvrez sans que personne n'interrompe vos pensées. Le fait de marcher dans la maison sans avoir à justifier un seul pas. Le corps se détend. Le visage perd cette tension constante de celui qui attend la prochaine dispute ou le prochain reproche. La tranquillité n'est pas passivité. C'est la sensation concrète de ne pas avoir à défendre son territoire émotionnel chaque jour. Dans la pratique, la solitude choisie se traduit par des actions. Ne pas répondre aux messages que vous savez n'apporter que des problèmes. Cessez de chercher l'approbation lors de réunions où l'on vous écoute à peine. Lâchez des conversations qui n'apportent rien. L'air se sent plus pur lorsque les attentes des autres ne vous étouffent plus. C'est pouvoir dormir tranquille parce qu'il n'y a pas de drame en suspens ni de malentendu à résoudre au lever du jour. La maison, bien que silencieuse, devient un refuge, pas une prison. Vous n'avez pas besoin de remplir les murs de photos d'autres personnes, ni de programmer des visites forcées pour vous sentir vivant. L'énergie, celle qui auparavant s'épuisait à négocier chaque petite décision, s'investit maintenant en vous, dans le développement de passion, dans le renforcement du corps, dans le maintien de l'esprit aiguisé. L'esprit s'entraîne seul. Le caractère se façonne dans le calme. Beaucoup craignent la solitude parce qu'ils pensent que c'est synonyme de vide. Mais c'est une erreur. Le véritable vide, c'est de vivre entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui éteignent peu à peu votre enthousiasme, qui usent vos jours avec des exigences sans fin. Être seul et en paix surpasse toute compagnie médiocre. L'homme qui ose rester avec lui-même découvre des ressources intérieures qui auparavant passaient inaperçues. La patience d'attendre, le courage de reconnaître ses erreurs, la capacité de se reconstruire sans témoin. Le temps devient le vôtre. Chaque jour, une opportunité de s'améliorer, de se comprendre, d'ajuster ce qui est nécessaire sans demander la permission. Ma propre compagnie me suffit, cela devrait être une ligne sacrée. Personne ne peut vous voler cette réserve de paix si vous ne lui donnez pas la clé. La société insiste sur le fait que la solitude est un signe d'échec, mais la réalité est autre. Celui qui choisit d'être seul et se sent pourtant complet a surmonté l'une des épreuves les plus difficiles de la vie adulte. Il n'y a pas de plus grande liberté que de s'asseoir à la fin de la journée et de ne devoir d'explication à personne, ni de porter le poids des attentes des autres sur ses épaules.
La solitude choisie est un entraînement pour l'esprit, un filtre contre le superflu, un bouclier contre la manipulation émotionnelle. Cela se ressent dans la démarche assurée de celui qui n'a pas peur de fermer la porte derrière lui. La dignité ne se construit pas sur la quantité de personnes qui vous entourent, mais sur la qualité de votre relation avec vous-même. Moins de compagnie, plus de paix. C'est l'équation qui soutient l'homme fort dans la vieillesse. Dans chaque geste quotidien se révèle cette force. L'homme qui prend son petit déjeuner seul, mais calmement. Celui qui marche dans la ville sans chercher des regards d'approbation. Celui qui se regarde dans le miroir et ne détourne pas le regard. Il y a une sorte de sérénité qui n'arrive qu'après avoir perdu la peur d'être seul. Et quand vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin d'orner vos jours de présence inutile, vous découvrez la vérité la plus simple et brutale. La solitude choisie ne vous affaiblit pas, elle vous rend invulnérable. La paix intérieure est un bouclier invisible. Sans elle, tout le reste vacille. 3. Ne sacrifie pas ta dignité pour de la compagnie. Je l'admets, il y a des moments où la peur de la solitude se déguise en besoin légitime. Ce n'est pas facile de le reconnaître, car l'esprit devient expert pour justifier n'importe quel sacrifice lorsque ce qui est en jeu est le sentiment d'appartenance ou l'illusion d'être important pour quelqu'un d'autre. À l'intérieur, le dialogue est implacable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à céder un peu, à m'adapter, à être plus flexible? Au moins, je ne finis pas seul, au moins quelqu'un m'attend. Mais cette voix n'est pas de la sagesse, c'est de l'anxiété déguisée en raisonnement. Le prix de cette petite concession commence par être invisible, à peine un inconfort, une phrase que tu tais, une préférence que tu abandonnes. Sans t'en rendre compte, cela devient une habitude. Céder de l'espace, du temps, une opinion, même tes propres limites, en échange d'une compagnie qui ne remplit le vide que pendant quelques heures. Il arrive un moment où tu te rends compte du piège. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une usure silencieuse de ta dignité. La dignité ne se perd pas d'un coup. Elle s'infiltre par les interstices des accords que tu fais avec toi-même pour ne pas affronter le silence. Personne ne veut admettre que le désir d'affection peut te faire donner plus que tu ne devrais. Il est inconfortable d'accepter qu'à un âge avancé, ce désir peut devenir encore plus aigu, car la société t'a martelé l'idée que la solitude est un échec et qu'une vie précieuse doit toujours être accompagnée. Le problème est que, dans cette quête d'éviter l'isolement, tu finis par hypothéquer ce qu'il y a de plus précieux, ton droit à ne pas négocier la paix intérieure. Il y a une différence brutale entre partager la vie et la céder. Quand tu te surprends à justifier des manques de respect, à tolérer des commentaires blessants ou à accepter des routines qui te pèsent, juste par peur de rester seul, tu as franchi une ligne dangereuse. Cette ligne est la frontière de ta dignité, et personne d'autre ne la défendra pour toi. Le plus difficile dans cet apprentissage, c'est que cela va à l'encontre de tout ce que tu as intégré pendant des décennies. Depuis ta jeunesse, on t'a appris que faire des sacrifices pour les autres est noble, que céder est un signe de maturité, que la flexibilité garantit l'harmonie. Cela peut être vrai dans la jeunesse, quand tu as encore du temps, de l'énergie et une marge pour reconstruire. Mais à un âge avancé, chaque concession a un coût irréversible. Ce que tu donnes ne revient plus. L'espace mental et émotionnel que tu cèdes ne se renouvelle pas facilement. Et le corps, qui supportait autrefois le stress et le conflit, te facture maintenant avec des insomnies, de la fatigue et des maladies que tu ne considérais même pas auparavant. La dignité devient une sorte de muscle. Elle ne se renforce que si tu l'exerces, si tu restes ferme face à la tentation de céder l'essentiel pour l'accessoire. La véritable épreuve de caractère arrive lorsque tu peux te regarder en face et reconnaître jusqu'où tu es prêt à aller pour ne pas être seul. L'auto-tromperie est un mécanisme astucieux. Elle te fera voir comme raisonnable n'importe quel sacrifice, tant que tu évites le vide de la maison tranquille. Mais chaque fois que tu décides de supporter un manque de considération,
Chaque fois que tu permets une invasion de ton espace, tu te trahis toi-même. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Celui qui s'habitue à négocier sa dignité pour de la compagnie finit par perdre les deux. Ni paix, ni proximité authentique. Juste une compagnie ternie, construite sur des renoncements qui ne t'honorent pas. La dignité n'est pas négociable. Celui qui la livre par peur finit les mains vides. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes qui, pour ne pas affronter la solitude, ont livré leur royaume intérieur contre une fausse sécurité. Mais la véritable sagesse ne provient pas du nombre de personnes autour de toi, mais de la qualité de l'espace que tu occupes avec toi-même. Il ne s'agit pas de devenir ermite, ni de rejeter tout lien, mais de comprendre qu'il y a un seuil qui ne doit jamais être franchi. Si une relation exige que tu sacrifies la sérénité, l'identité ou les principes, ce n'est pas de la compagnie, c'est un piège. Je le répète, la paix ne se négocie pas. L'homme qui se respecte prend soin de lui. Et celui qui prend soin de lui choisit la solitude quand elle est préférable à la compagnie destructrice. Protéger la dignité, c'est protéger la vie qui t'appartient encore. Que personne ne te convainque du contraire. 4. Évalue le silence comme source de clarté. Le silence n'est pas le refuge des lâches, c'est le terrain où se forge la clarté. Si tu ne supportes pas d'être seul avec tes propres pensées, tu as déjà perdu la bataille la plus importante. Celle de te connaître en profondeur et surtout celle de te contrôler. Il ne s'agit pas de mettre de la musique pour combler les vides, ni de remplir la maison de conversations vides. Je parle de faire taire le monde intentionnellement, de te défier à garder l'esprit tranquille et à observer ce qui émerge. La plupart des gens ne le supportent pas parce que là, dans cet espace sans distraction, toutes les excuses, les auto-illusions et les dépendances émotionnelles que tu as traînées pendant des années sont exposées. L'homme qui ne sait pas être en silence ne saura jamais prendre une décision ferme. Si tu as besoin de bruit constant pour te sentir vivant, alors tu vis à crédit des stimuli externes et ce prêt se rembourse toujours avec des intérêts, anxiété, indécision, épuisement. La clarté se paie cher et ne s'obtient qu'en solitude. Il est facile de se tromper en croyant que le bruit social, les opinions des autres et la compagnie constante sont des signes d'une vie pleine. Mensonge. Ce n'est que dans le silence que tu peux identifier les fractures de ton caractère, voir de face les erreurs que tu as commises et, ce qui est plus important, décider avec quel type d'homme tu veux mourir. Si le silence te terrifie, c'est parce qu'au fond, tu sais qu'il n'y a pas de place pour les masques. Aucune relation sentimentale, aussi bonne soit-elle, ne te donnera cette clarté mentale qui n'arrive que lorsque tu éteins tout ce qui est extérieur et que tu restes avec l'essentiel. Celui qui cherche la clarté dans le bruit finit aveugle à force de regarder vers l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si les sages de toutes les époques fuyaient l'excès de compagnie. Ils savaient que chaque minute de silence était un investissement dans la lucidité, pas une perte de temps. Ne te trompe pas. L'homme qui craint le silence finit par être esclave de n'importe quelle voix qui lui promet du réconfort, même si ce réconfort est médiocre ou destructeur. Le silence n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque fois que tu te permets d'être seul et en silence, tu affines tes filtres mentaux, tu détectes des schémas de pensée qui déformaient ta vision et tu récupères le contrôle sur ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les faibles cherchent le bruit parce que c'est là qu'il est plus facile de cacher ce qu'ils ne veulent pas admettre. Mais la clarté ne se négocie pas, elle se conquiert. Le silence t'oblige à examiner tes véritables motivations. Cherches-tu une relation par amour, par faiblesse ou par simple peur d'affronter tes propres pensées? Là se trouve la différence entre agir avec maîtrise ou vivre comme un improvisé. La société va te vendre l'idée que le silence est solitude et que la solitude est échec. Plus mensonge. Le silence est un laboratoire de caractère. C'est dans le silence que celui qui a le courage de se regarder sans fioriture ni justification définit sa direction.
Si tu es de ceux qui ont besoin d'une voix à côté pour savoir qui tu es, tu as déjà perdu l'axe. Il n'y a pas de clarté dans le bruit, seulement distraction et usure. La lucidité se forge dans le calme, pas dans la multitude. Méfie-toi de ton besoin de compagnie quand tu ne peux pas supporter d'être avec toi-même. C'est le signe que tu as encore du travail à faire. Personne ne va te donner de clarté. Personne ne va s'asseoir avec toi pour déchiffrer tes motifs les plus cachés. Ce travail t'appartient et seulement à toi. Le silence est le filtre le plus brutal et le plus honnête qui existe. Si tu l'évites, tu te condamnes à vivre dans la confusion et à prendre des décisions qui ne naissent pas de ton centre, mais de tes insécurités. Évalue le silence, non pas comme un luxe, mais comme un outil indispensable pour une vieillesse digne. Seul l'homme qui s'entraîne dans le calme peut choisir avec qui partager sa paix et, ce qui est le plus important, quand dire stop. Personne ne se perd dans le silence, se perd celui qui n'ose jamais y entrer. 5. Ne cherche pas l'affection à tout prix. Tu te lèves, prépares ton petit déjeuner et vois ce message sur ton téléphone. Un salut tiède, une invitation à discuter, peut-être la promesse d'un après-midi en compagnie. Rien d'extraordinaire, juste la routine de chercher une miette d'affection au milieu de la matinée tranquille. C'est là que commence le prix caché de la recherche d'affection à tout prix. Le mécanisme est subtil, le désir de se sentir vu, que quelqu'un se souvienne de ton existence, de ne pas être invisible sur la carte de qui que ce soit. Mais chaque mouvement dans cette direction a des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de répondre ou d'ignorer, c'est le point de départ d'une chaîne de concessions qui se termine rarement bien. L'esprit, programmé depuis des années pour croire que l'affection est toujours un bien, ne fait pas la distinction entre qualité et besoin. Une négociation silencieuse commence. Vaut-il la peine d'ouvrir la porte juste pour ne pas se sentir si seul? Que vas-tu donner en échange? Si tu analyses le processus, le schéma se répète avec une précision mathématique. L'homme âgé ressent le vide relationnel comme une dette. La société a été implacable en vendant l'idée que la valeur personnelle se mesure en quantité de relations. Et cette pression se fait sentir avec une double force dans la vieillesse, lorsque le cercle social se réduit et que le temps semble devenir plus lourd. La peur de devenir insignifiant nourrit l'urgence de chercher de l'affection, même si elle provient de sources peu fiables. Et c'est précisément là que se situe le risque. Lorsque la rareté d'affection te pousse à accepter n'importe quel accord, n'importe quelle conversation, n'importe quel lien, tu finis par accumuler une dette émotionnelle qui ne fait que croître. L'affection mal choisie est un investissement ruineux. Au début, elle semble réconfortante, mais exige des intérêts exorbitants sous forme d'anxiété, de frustration et d'épuisement. Le coût réel de la recherche d'affection à tout prix n'est pas immédiatement évident. Cela commence par des gestes minimes, répondre quand tu préférerais le silence, tolérer des attitudes que tu n'accepterais pas auparavant, modifier tes routines pour coïncider avec des agendas étrangers. La ligne est franchie lorsque tu te surprends à justifier l'autre personne juste par peur de perdre ce petit flux d'attention. Chaque tolérance devient un précédent. Chaque fois que tu cèdes l'essentiel pour de la compagnie, le standard de ce qui est acceptable baisse un peu plus. Ainsi se muscle le muscle de la résignation et la dignité commence à perdre de sa force. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais de comprendre le mécanisme. Chercher de l'affection sans filtre, c'est comme ouvrir la porte à n'importe quel visiteur, peu importe son intention ou le désordre qu'il apporte avec lui. Et la maison intérieure, à ce stade de la vie, n'est pas faite pour supporter des invités problématiques. Si tu décortiques la racine de ce phénomène, tu verras que l'affection n'est jamais gratuite. Même dans la vieillesse, elle reste une monnaie d'échange. Il y a ceux qui offrent de l'affection comme appât, sachant que l'homme âgé est souvent prêt à payer avec du temps, de la générosité ou même de l'argent. La manipulation sentimentale trouve un terrain fertile dans le besoin non résolu.
C'est pourquoi la stratégie ne consiste pas seulement à renforcer l'estime de soi, mais à établir des normes non négociables. L'affection doit être méritée, pas mendiante. Tous les câlins ne sont pas des refuges, certains sont des chaînes. Une phrase à ne pas oublier: le prix de l'affection bon marché est la perte de ta paix. La décision est tactique. Choisir entre l'inconfort passager de la solitude et l'épuisement permanent d'une compagnie mal choisie. La maturité devrait être ce filtre qui te permet de regarder chaque proposition affective avec un œil critique. Cela m'apporte-t-il quelque chose ou ne fait-il que remplir un espace momentané? Suis-je prêt à supporter le coût caché de céder ma tranquillité? La réponse honnête met tout en perspective. La dignité se protège dans les petits refus, dans les noms qui semblent insignifiants, mais qui contiennent la graine de la paix durable. Ne cherche pas l'affection à tout prix. L'affection coûteuse finit par coûter trop cher. La véritable force consiste à attendre, à filtrer, à ne pas se contenter de ce qui arrive facilement. Ta paix vaut plus que n'importe quelle caresse fugace. C'est la ligne qui sépare celui qui se respecte de celui qui se livre par peur. 6. Apprends à distinguer la compagnie de la dépendance. Un verre d'eau sur la table semble inoffensif, jusqu'à ce que tu le bouges rapidement et que le liquide déborde, salissant tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne la différence entre la compagnie et la dépendance. À première vue, les deux se confondent, mais seule l'une peut déborder et ruiner ce que tu as réussi à garder propre. Dans la routine quotidienne, la scène se répète dans les petits gestes. Cet homme âgé qui, en recevant un appel, sent son pouls s'accélérer non par joie, mais par l'urgence de ne pas décevoir celui qui est de l'autre côté. La tasse de café refroidit en attendant un message. Il change son emploi du temps juste pour coïncider avec l'agenda d'autrui, reporte ses promenades, met de côté les livres qu'il aimait auparavant. La compagnie saine s'ajoute, la dépendance t'entraîne. Tu n'as pas besoin d'une loupe pour les distinguer, juste d'honnêteté pour voir la différence sans excuse. Dans les premières étapes, la compagnie se sent légère, comme la brise en ouvrant une fenêtre. Conversation sincère, silence confortable, respect des espaces individuels. Mais la dépendance s'infiltre lentement, comme une humidité invisible qui, avec le temps, tache le plafond et affaiblit la structure. Tu te réveilles un jour en remarquant que tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as pris une décision juste pour toi, que tu demandes avant chaque mouvement, que ton humeur dépend de la présence ou de l'humeur d'une autre personne. Cet attachement érode ton autonomie, et cela se fait de manière presque imperceptible. Une petite concession ici, une routine sacrifiée là. Quand la peur de perdre la compagnie pèse plus que le désir de maintenir ta paix, la dépendance est déjà installée et commence à te facturer des intérêts. Observe les détails au quotidien. L'homme qui profite de la compagnie saine se remarque dans sa démarche. Il marche droit, prend des pauses, sourit sans forcer le geste. Le dépendant, en revanche, montre un léger nervosité. Il vérifie son téléphone avec anxiété, évite les plans s'il ne peut pas inclure l'autre, s'irrite à la moindre attente. La compagnie authentique est cette conversation où tu peux être en désaccord sans craindre de représailles. La dépendance est la sensation constante d'être à l'épreuve, de devoir plaire, de ne pas pouvoir te montrer tel que tu es. Cela se reflète même dans les choses les plus simples, la façon dont tu choisis tes vêtements, ce que tu manges, même les mots que tu utilises. Si tu te surprends à éditer chaque phrase pour éviter les conflits, tu ne partages plus ta vie, tu la prêtes à crédit. Ne confonds pas habitude et nécessité. Beaucoup d'hommes âgés se trompent en pensant que la routine partagée est un signe d'amour, alors qu'en réalité, c'est une chaîne douce mais ferme. Il y a une différence brutale entre désirer être avec quelqu'un et ne pas supporter d'être sans lui. La première option est liberté. La seconde, prison émotionnelle avec des barreaux invisibles. Dans la vieillesse, cette prison devient encore plus dangereuse, car la marge de récupération est minimale. Chaque jour cédé à la dépendance est un jour de moins de véritable autonomie. La compagnie est célébration, la dépendance, sacrifice constant. Ce qui est sain
c'est d'ajouter sans se perdre. Si tu dois négocier ta tranquillité en échange de ne pas rester seul, tu as déjà mal choisi. Un homme fort peut apprécier la présence des autres, mais il ne s'effondre jamais lorsqu'il se retrouve seul avec lui-même. C'est la ligne qui sépare la maturité de la soumission. Personne ne respecte celui qui se rend par peur. Distinguer la compagnie de la dépendance est un acte d'honnêteté brutale et en même temps le seul véritable moyen de protéger ta dignité dans la vieillesse. N'oublie pas, la dépendance facture toujours avec intérêt. La compagnie est soulagement, la dépendance est dette. Que ta paix ne dépende de personne d'autre que de toi. 7. La maturité se mesure en autoconservation. La maturité ne se mesure pas en expérience vécue, ni en la quantité d'histoires que vous pouvez raconter, mais dans votre capacité à vous protéger de vous-même et de vos propres besoins mal gérés. La vérité, bien que dérangeante, est qu'atteindre un âge avancé ne garantit pas la sagesse. Beaucoup répètent les mêmes erreurs de jeunesse, mais avec moins de marge pour se rétablir. L'autoconservation, à ce stade, n'est ni un luxe, ni une option esthétique. C'est la ligne qui sépare la dignité de la décadence. L'homme qui a survécu à des décennies d'attentes extérieures, de sacrifices mal récompensés et de relations qui ont laissé plus de cicatrices que d'apprentissage le sait. Chaque concession inutile dans la vieillesse se paie par des fragments de votre paix que vous ne pouvez plus reconstruire. Personne ne vous prépare à la dureté de cette équation. Personne ne vous avertit qu'après un certain âge, les erreurs ne se diluent plus avec le temps. Elles deviennent un poids mort, une usure physique et mentale, des factures qui arrivent quand vous pouvez le moins les payer. L'autoconservation commence dans l'esprit, bien avant que la solitude ne devienne tangible. C'est ce filtre interne qui vous oblige à vous demander, sans tromperie, si vous avez vraiment besoin de ce que vous désirez, ou si vous cherchez simplement à anesthésier la peur d'être irrélevant. Il y a un mécanisme silencieux qui s'active chaque fois que vous ressentez la tentation de céder juste cette fois-ci. La voix intérieure qui résonne, l'autre qui implore un peu d'affection, le souvenir amer des après-midi où vous avez supporté ce que vous n'auriez jamais dû tolérer. Chaque fois que vous ignorez ce filtre, vous perdez en précision dans vos décisions. Vous devenez vulnérable à la manipulation et à l'auto-tromperie. L'instinct d'autoprotection s'oxyde lorsque vous cessez de l'utiliser. Et alors, ce qui devrait être maturité se transforme en routine résignée. Vous acceptez ce qui arrive, vous justifiez ce qui vous dérange, vous vous habituez à vivre au minimum, tout cela pour ne pas vous déranger avec le silence. L'une des pièges psychologiques les plus dangereux dans la vieillesse est la nostalgie mal gérée. Cette tendance à regarder en arrière et à vous convaincre que tout temps passé était meilleur, que cela vaut la peine de rechercher à nouveau ce que vous avez perdu, même si c'est au prix de votre tranquillité présente. La mémoire, déformée par le désir de vous sentir vivant, joue contre vous. Elle vous fait oublier le prix que vous avez payé auparavant. Elle vous invite à répéter des schémas qui vous ont laissé vide. Mais le temps n'est plus le même allié. Ce que vous ne protégez pas aujourd'hui, vous ne le récupérez pas demain. L'autoconservation est, en fin de compte, une déclaration brutale de priorité. D'abord votre paix, ensuite tout le reste. La maturité authentique exige un type de vigilance qui n'est pas naturel, qu'il faut apprendre de force. C'est la discipline de ne pas baisser la garde face à la flatterie facile, de ne pas se laisser séduire par la promesse de compagnie qui, au fond, est plus un besoin extérieur qu'une véritable affinité. Cela nécessite le sang-froid de reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas des cadeaux, que souvent ce sont des pièges déguisés en seconde chance. L'homme mûr n'est pas celui qui accepte tout, c'est celui qui sélectionne avec une précision chirurgicale ce qu'il laisse entrer dans sa vie. Savoir dire non est la forme la plus avancée du respect de soi. Arriver à un âge avancé sans apprendre à prendre soin de soi est une condamnation silencieuse. Personne ne vous défendra de vos propres impulsions si vous ne vous entraînez pas à le faire vous-même. L'autoconservation n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie émotionnelle. Seul celui qui comprend cela peut regarder en arrière sans regret.
La ligne emblématique ici est simple. Votre paix vaut plus que n'importe quelle nouvelle histoire. Ne sacrifiez pas des années de calme pour des minutes de compagnie douteuse. Dans la vieillesse, la maturité est l'art de ne pas risquer l'essentiel pour le passager. Protégez-vous. Personne d'autre ne le fera pour vous. 8. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Reconnaissons-le une bonne fois pour toutes. Le plus grand piège mental dans la vieillesse est la croyance que votre bien-être dépend de ce que les autres font ou ne font pas pour vous. C'est inconfortable de l'admettre, car vous avez passé la moitié de votre vie à justifier votre humeur en fonction de l'attitude de ceux qui vous entourent. Vous vous êtes convaincu que la validation, la joie ou le calme viennent toujours de l'extérieur. Un message, une caresse, une visite, une promesse de compagnie qui parfois n'est jamais tenue. Vous vous êtes habitué à attendre que quelqu'un comble vos vides, à ce que votre environnement vous dicte quand vous devez vous sentir bien ou mal, et chaque fois que vous le faites, vous affaiblissez le seul muscle qui compte vraiment dans la vieillesse, celui de l'autodépendance. Combien de fois encore allez-vous laisser votre paix personnelle entre les mains des autres avant de comprendre que personne, absolument personne, ne va prioriser votre bien-être comme vous devriez le faire? C'est brutal, mais nécessaire, de dévoiler le mensonge que vous vous racontez chaque matin. Si elle change, si elle m'appelle, si elle me prête attention, alors je vais bien. Mensonge. C'est le scénario de l'homme faible, de celui qui arrive vieux sans avoir appris à se tenir seul. Parce que le bien-être qui dépend des autres est toujours un prêt dans des conditions misérables. Un jour, on vous le donne, un autre jour, on vous le retire. Et vous vivez avec l'âme hypothéquée à l'agenda émotionnel de quelqu'un d'autre. Le problème n'est pas la solitude, c'est l'habitude maladive d'attendre que votre tranquillité soit le résultat d'une équation que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que vieillissent les hommes incertains, en attendant la réaction des autres, en mesurant leur valeur en fonction de l'attention qu'ils reçoivent, en renonçant à l'autonomie mentale, parce que la peur de l'indifférence les paralyse. Et c'est le chemin le plus court vers la frustration et l'épuisement. Personne ne vous le dit en face, mais je vais vous le dire clairement. Le bien-être qui dépend des autres est le plus grand ennemi de votre dignité. L'homme qui s'accroche à l'idée qu'il a besoin d'être aimé pour être en paix finit par mendier de l'affection, à tolérer des miettes et à accepter des conditions qui détruisent son estime de soi en échange d'une compagnie insipide. La véritable liberté dans la vieillesse se conquiert lorsque vous comprenez que votre état intérieur est votre affaire, que personne n'a l'obligation ni le pouvoir de garantir vos jours tranquilles, que la sérénité est un investissement privé, pas un héritage collectif. Le plus commun des auto-illusions est de déguiser la dépendance émotionnelle en sensibilité, en besoin humain, en noblesse. Ne vous trompez pas, c'est de la faiblesse, pas une vertu. Si vous n'entraînez pas la discipline de ne rien attendre, vous finirez par vivre dans un carrousel émotionnel où votre humeur et votre énergie tournent selon la présence ou le silence de quelqu'un d'autre. L'homme mature n'attend pas, il construit, il ne supplie pas, il établit des limites. Il n'a pas besoin de public, il se suffit à lui-même. Je vais vous le dire sans détour, votre paix est votre responsabilité, pas un droit délégué à autrui. Répétez-le chaque fois que vous vous surprenez à chercher à l'extérieur ce que vous refusez de cultiver à l'intérieur. Si vous vous découvrez à justifier votre malaise parce que personne ne m'appelle, personne ne me comprend, personne ne prend soin de moi, vous vous livrez volontairement à l'impuissance. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses romantiques ni pour des victimismes confortables. Le bien-être qui repose sur l'attitude des autres est une recette sûre pour la déception chronique. Personne ne va remplir vos vides comme vous en avez besoin. Personne ne va se battre pour vos batailles internes. Personne ne va prioriser votre tranquillité sur la sienne. C'est un travail solitaire. Et oui, c'est dur, mais c'est le seul chemin vers la véritable dignité dans la vieillesse.
Arrêtez d'attendre des sauvetages émotionnels. L'homme fort ne dépend pas, il sélectionne. Il ne se traîne pas, il reste ferme. Et si un jour il décide d'ouvrir la porte à une autre personne, c'est parce que son bien-être est déjà construit, pas parce qu'il cherche à ce que l'autre le complète. Seul celui qui n'a pas besoin de compagnie peut la choisir sans se perdre. C'est la différence entre maturité et résignation. Alors, affrontez la réalité. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Il dépend de la discipline quotidienne de protéger votre état mental et émotionnel comme l'actif le plus précieux, de ne pas hypothéquer votre tranquillité par peur de disparaître du radar des autres. Si vous ne le comprenez pas maintenant, vous allez le payer cher, avec des insomnies, avec des ressentiments, avec le goût amer d'avoir vécu à l'ombre des attentes externes. Personne ne va vous sauver de cette condamnation sauf vous. Entraînez l'autodépendance comme un muscle. Ne négociez pas votre paix. Faites-en une habitude, faites-en un principe, faites-en votre ligne sacrée. Car dans la vieillesse, la véritable maîtrise est d'être le maître de votre propre bien-être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.